Cette fois, je m'en vais l'alpaguer, Belphégor. Mais c'est quoi ça, Belphégor? D'après vous, une marque de shampoing? Belphégor, c'est le diable. C'est Lucifer. Lucifer dans le corps d'un humain. Action. Moi, je dirais que Belphégor, à la base, c'est une envie de spectateur. C'est tout avant d'être une envie de cinéaste. Les intentions, c'était de partir, de souvenir de moi ce qu'avait été le feuilleton que j'avais vu quand j'avais 6 ans et de retrouver les émotions que j'avais eues en voyant cette série, qui était une série culte française. Moi, j'ai toujours adoré, quand j'étais petit, Belphégor. Ça veut dire c'était quelque chose qui me fascinait à la télévision et qui me faisait peur et qui vraiment m'enthousiasmait. Et j'y ai pensé depuis longtemps. Ma grande sœur m'ont montré ça, du genre, on n'a pas le droit. Je crois qu'au bout de deux fois, j'ai dû arrêter parce que ça me faisait peur. C'est vrai qu'en même temps, notre génération et celle au-dessus l'a vu avec des yeux de gamin. On voyait ce côté, ce mélange de ce fantôme dans ce Louvre. On était fascinés par le Louvre. Je veux dire, musée qu'on visitait et de voir le fantôme, moi, j'étais fasciné par ça. Moi, je suis parti de peur enfantine, de choses, en me disant comment retrouver ce mystère. Il faut trouver le maximum d'efficacité, le maximum de réalité d'aujourd'hui pour pas faire un film où on s'endort, parce qu'aujourd'hui, on peut plus faire peur avec quelqu'un qui a un drap sur la tête. Ils ont bien réussi, ils ont bien ciblé le script, qui n'est pas un remake du Belphégor, mais qui s'inspire complètement, qui sort vraiment du même nid, quoi. Le fait d'avoir eu Sophie Marceau était une clé pour faire le film. On trouvait que c'était, voilà, qu'elle correspondait à ce personnage, qu'elle avait et le talent de comédienne et en même temps la silhouette, l'allure physique qui correspondait pour et la jeune femme et Belphégor. Très bien, je suis pas trop en contre-pied. Et là, tu peux nous allumer la lumière, voir juste un peu. Moi, je crois qu'elle a amené à son personnage une modernité, une énergie, et un côté, entre guillemets, star qui est incroyable, je veux dire, qui crève l'écran. Qu'est-ce que vous faites là, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là, qui êtes-vous? Je voudrais sortir, j'ai rien fait de mal, je me suis perdue. C'est vous qui avez déclenché les alarmes? Oui, peut-être, je sais pas, j'habite en face et je suis descendue en bas, il y avait une... Elle, c'est pas du tout quelqu'un d'extraordinaire, qui fait des choses extraordinaires. Bien au contraire, c'est quelqu'un à qui il arrive des choses extraordinaires, qui sont pas très sympathiques en plus, parce que la pauvre, elle passe par des moments un peu difficiles, quoi. Sur... Oui, c'est allons, mademoiselle, laissez les morts dormir en paix, un peu vers elle. Laissez-moi, il faut que je rentre. Laissez-moi. Allons, mademoiselle, laissez les morts dormir en paix. Il faut vraiment prendre un peu plus d'amplitude. Rentrez chez vous, mademoiselle, on ferme. Lâchez-moi, je t'en prie. C'est un parent à vous. Je dois rentrer, il le faut, je vous en supplie. C'est l'histoire d'une possession, une femme possédée par un truc et on ne sait pas ce que c'est. Sophie, qui joue Lisa, est impliquée malgré elle. On avait besoin d'un personnage, je dirais un vecteur pour le public, justement par rapport à ce genre d'histoire fantastique. D'un type qui a les pieds dans le concret, qui se dit « Attendez, vos histoires de fantômes, de spectres, tout ça, le Louvre, la nuit, moi j'y crois pas. » Il n'est pas du tout dans les tripes
mystique, quoi. Lui, il ne croit que ce qu'il voit et tout ça le dépasse totalement. Pour le making-of, ça y est, il est content. Ah, mais je peux peut-être admettre. Il a son image du jour. Elle est là, ma douche, ça. Attends, mais c'est de la déco ou c'est vraiment vrai? C'est vrai. Il rentre au Louvre, mais en cachette et de nuit, et personne ne le sait. D'ailleurs, ça lui... ça lui cause du tort. Comment tu fais pour rentrer ici la nuit? Chez moi, mais je suis juste planqué à l'heure de la fermeture, c'est tout. Je voulais t'amuser tranquille, j'aime pas la foule. Ah ouais, tu fais pas de nous, tu seras gentil, d'accord? Et le tien, c'est écoute-moi, maman. Ah, il y a ça, c'était écrit. Non, mais Action! Comment tu fais pour rentrer ici la nuit? Je suis planqué à l'heure de la fermeture. Je vais visiter le musée tranquille, j'aime pas la foule. Te fous pas de nous, tu seras gentil, hein? Sortez bouillant, merde! Tu vas pas te faire glacer? Moi, j'aime beaucoup Diefenthal parce que je trouve que c'est un acteur qui a une pêche formidable, qui a beaucoup d'énergie. Serrault il a lu le scénario, on s'est rencontrés 2 jours après, et puis ça l'amusait. Il savait qu'avec Alain Sarde, le film serait fait dans de bonnes conditions. Ce qui m'a plu, mais c'est qu'on me demande, on me dit, voilà, puisque Serrault, voilà, est-ce que vous voulez jouer dans Belphégor? Non, tu me connais, j'ai rien à voir avec Belphégor. Et c'est m'occupe de lui. Faut les excuser, ils sont un peu à cran en ce moment. Hein? Alors, dis, tu connais la bestiole, toi, hein? Il faut au cinéma, faut jamais dire non. C'est merveilleux de travailler avec lui parce qu'il donne chaque fois une facette différente d'un personnage. Il étudie le look qu'il va se faire et tout, et il est formidable dans le film. Il y a eu un fait divers dans les années 60, il y a déjà eu Belphégor au Louvre, et il y a déjà ce flic qui était jeune à l'époque, Michel Serrault, qui s'est coltiné l'affaire Belphégor, voilà, et qui revient aujourd'hui en l'an 2000 sur les lieux du crime. J'attendais mon heure. Je savais qu'un jour la bestiole reviendrait, et ce jour-là, qui on sortirait de la naphtaline? Le vieux briscard. Là, j'enquête, mais je ne la retrouve jamais non plus. Elle se faufile, c'est le fantôme, elle disparaît, etc. Il se marre, il est content de jouer, il trouve des trucs tout le temps. Je crois qu'il faut être très cool. C'est beau, la jeunesse. La jeunesse. Maladie mortelle. Non, la jeunesse, c'est l'éternité. C'est pas une maladie. Il n'y a pas de... Je crois, la jeunesse, c'est ça. Quand t'arrives là, je ferai la voix du Toki. Tout ça un peu plus joyeux au début, un peu plus dans les petits rires. Les deux. Action! Alerte sécurité 813 pour Verlac. On vous demande d'urgence au PC. On signale une nouvelle intrusion en égyptologie. Mouvement suspect dans la crypte. Coitus interruptus? Désolé, monsieur, désolé. He's very droll. The character is very dry, very droll, and I think that's what really appeals to her. On peut poser des momies 5 minutes, mais à force, ça devient contagieux. On se dessèche. He's the one who's pursuing a course which is sort of subterranean. He doesn't reveal himself, but in fact, he's the one who actually brings it to its conclusion. Madame Spencer, je voulais vous dire, j'ai adoré votre livre sur Akhenaton. L'égyptologie, c'est ma passion. Moi aussi, je suis spécialiste du Nouvel Empire. Vraiment? Mon personnage s'appelle Simonet, et son problème, c'est qu'il est un peu trop féru, un peu trop passionné par l'égyptologie, et ça l'atteint assez gravement. Vous n'êtes pas en arrêt maladie? Si, je suis obsédé par votre bestiole. M'étonne pas. Elle est du genre crampon. À présent, j'ai compris. On m'a envoyé un message. L'autre nuit, cette vision, c'était un message de l'autre monde. Ce chien, c'était que tu as une église, le gardien du tombeau. Et le gardien du tombeau, c'est moi. Parce que vous savez, Belphégor, c'est pas son vrai nom, j'en suis sûr. Ne vous inquiétez pas. Hein? Prenez garde, hein? C'est dangereux de provoquer les puissances du mal. J'ai plein de documents sur l'Égypte ancienne à vous montrer. Venez chez moi. À nous deux, nous allons recomposer le puzzle. Nous trouverons le secret de la vie éternelle. Ah, ça, c'était très violent. Elle est très très forte, Sophie Marceau. Heureusement que j'avais une Minerve, et je pense qu'elle m'aurait pas pris par le coup de la même façon. On va tourner les sécurités devant tout le monde. Moteur. Moteur demandé. Bien le silence.
Chut, silence. Ça tourne. Ah non. On va sur cette 6e. Cadré. Partez. Coupé. Voilà, c'était bien. C'est coupé, merci. Elle est vraiment extrêmement bizarre. Voilà, mais un peu plus par là. Je me bats à la bande. Je me mets à la bande. Un peu plus proche, les deux par rapport à nous, par rapport au fond. C'est la caméra. Je sais pas qu'elle soit au bout. Tu veux pas qu'on en refasse? Oui, oui. Voilà. Action, Sophie! T'étais où? Je cherchais partout, moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Elle lui dit rien, elle lui explique rien, et donc lui, ça lui échappe. Jusqu'au moment où il se retrouve quand même vraiment là devant le fait accompli. Bizarre, faut que tu m'écoutes là. Je sais pas ce qui est arrivé, c'est grave. Regarde autour de toi, les gîtes partout tout le temps, il se passe quelque chose de bizarre. Tu me suis, t'es qui? J'ai pu, avec un système de rail, faire cette séquence où on voit Sophie Marceau qui s'approche de Frédéric Diefenthal, lui met la main sur le front. J'ai utilisé 2 tours sur lesquels j'ai positionné un rail avec un chariot, avec un système de va-et-vient, ce qui me permettait à la fois de pouvoir lever le comédien et lui faire cet effet de recul, de façon à ce qu'une partie de son corps se trouve à l'extérieur de la rambarde du pont de Var. Dans le cinéma français, on n'a pas souvent affaire à des personnages comme ça. Et je pense que là, c'est une comédienne qui a vraiment donné énormément, qui s'est totalement investie en préparation, parce qu'il fallait vraiment qu'elle prépare les choses. Faut pas que je marche, en fait, faut que je me pousse, c'est ça? Je suis intervenu en collaboration avec Patrick Cauderlier sur des, on va dire, des suspensions ou des accroches. Le rôle du comédien est très important, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait une perception de l'accroche de manière à la faire oublier. Ça va? Par petites étapes, comme en plus elle est très sportive, en 2 jours, ça suffit pour gérer cette séquence. Moi, je trouve qu'elle a apporté une énergie, une vraie dimension physique. Ok, en place. Allons-y. Et 1, 2, 3. Moteur. Recule un tout petit peu, Fred. Ah non. 163 sur 6 premières. Cadré. Position de départ, Sophie. Action. Écoute-moi, tu vas faire ce que je te dis. Répète après moi. Neb, Mes, Ur, Mao. Top. On a tourné à la fois la passe avec les câbles et on a tourné la passe sans les câbles, c'est-à-dire sans elle et sans les câbles. Donc il ramène à la place des câbles, il ramène le décor, ce qui fait que par cette manipulation, on ne voit plus les câbles et on a l'impression qu'elles volent complètement. Le but, c'est que ce soit à peu près naturel et que les câbles, quand on les efface, on ait l'impression qu'il n'y en a jamais eu. C'est toujours un défi, parce que à chaque prise, chaque scène est un défi. Il partait d'une plateforme, de l'intérieur d'une pièce du Louvre, passait à travers cette fenêtre. Il y avait 15 mètres derrière. Hein, quand il prenait son élan, il ne voyait pas l'endroit de réception. Il est évident qu'il a fait des essais fenêtre ouverte. Après, on a positionné cette fenêtre faite en balsa prédécoupé, en verre chirurgical, pour avoir un meilleur rendu au point de vue clarté. Ok, alors attention. Action. Ça va? Bon, ok. Voilà, bravo.
On doit décider des lieux du Louvre dans lesquels nous allons tourner et ce que nous devrons construire en studio, parce qu'il y a des lieux dans lesquels on ne pourra rien faire. Jean-Paul Salomé avait passé énormément de temps dans le Louvre, donc il savait tout de même les escaliers, les salles dont il avait besoin. Nous avons construit le laboratoire des musées du Louvre. Ça, de toute façon, on n'avait aucune chance de tourner dans les existants. Le labo existait, il existe au Louvre, bien sûr, mais il n'existe absolument pas dans l'endroit dans lequel nous l'avons situé. C'est un endroit qui est en sous-sol, extrêmement moderne. Donc on s'est inspiré de cela, bien sûr. Chaque pièce du laboratoire, on voit à travers tout. C'est une immense ville, comme ça, de gens qui travaillent les uns aux autres. Donc je voulais garder cette idée de transparence, en fait. On a matché un petit peu les deux, les pierres les plus anciennes et le verre, les matériaux les plus modernes. Nous avons commencé au mois de décembre, donc 4 mois, à peu près 5 mois avant le début du tournage. Mais en parallèle, nous avions la construction des réserves d'égyptologie, dans lesquelles tout ça était évidemment plein de sculptures ou de bouts de sculptures. Moi, je suis tout le temps dans les ateliers, d'abord parce que j'adore ça. J'adore voir comment ça avance, parce que j'aime, et puis parce que quelquefois, il y a des questions. Tout n'est pas, quand les choses arrivent, quand les plans arrivent dans les ateliers, tout n'est pas vérifié. Ils peuvent avoir des questions à nous poser. Donc il y avait une équipe qui fabriquait tous les pharaons, tout ce qu'il fallait, quoi. Et l'équipe du Louvre, oui, était quand même assez étonnée, je crois. Alors sincèrement, sans le Louvre, je ne sais pas comment on aurait fait le film, maintenant, a posteriori. Avant, on se disait toujours, on n'aura pas l'autorisation, il faudra qu'on trouve une solution. Je crois qu'on n'aurait pas eu le Louvre, on ne pouvait pas le faire. Parce que le faire en décor, ça aurait été cheap. Je pense que le film a ce look, justement, grâce, entre autres, au Louvre, qui est une des vedettes du film. Des effets nuit qui nous semblaient complètement correspondre à l'ambiance du scénario. Mais le problème, c'était de faire rentrer de la lumière de nuit, c'était de trouver une convention de lumière pour la nuit. Parce que la nuit au Louvre, il n'y a pas de lumière. Il fallait tomber dans la convention classique des nuits bleues, pas bleu profond, mais des nuits bleu-gris, quoi. Mais c'est sublime, quoi. On pouvait marcher sur les balcons la nuit. C'est énorme, c'est gigantesque, c'est magnifique. La nuit au milieu des statues. Ça, c'est fabuleux. Allez, allons-y. Partez. Et avoir accès à ces œuvres d'art, c'est extraordinaire. Et puis, en plus de pouvoir les mettre en valeur avec de la lumière, non, c'est un sentiment de vivre un énorme privilège, en fait. C'est elle. Je l'ai jamais vue en vrai. Pour éclairer le fantôme, c'était une convention totale. En plus, alors là, c'était excessivement difficile parce qu'on est tombé... c'était vraiment la chose la plus difficile qui soit, à savoir qu'il fallait éclairer un fantôme habillé en noir de nuit, donc c'est pas évident. Action. Bouge pas. Derrière toi.
quand ça a sifflé, là, tu baisses les mains comme tu sais, tu te retournes, et dans son retournement, tous les tiroirs s'arrêtent. Dans ce moment-là, il y a le deuxième top, les tiroirs s'arrêtent, ils sortent du champ. Ça tourne. Georges, c'est bon ça? Encore? Oui. 149 sur 4 à 3e. 2 caméras. Action! Ce qu'il fallait déterminer, par exemple, c'est en quoi les effets spéciaux allaient modifier la perception de l'image dans les décors. Est-ce que le spectre allait générer de la lumière? Est-ce que le spectre allait générer une ombre? C'était ça les problèmes qu'on se posait, parce que le spectre, on ne savait pas comment il allait être. Ce spectre était quelque chose d'immatériel, qui n'était pas tout le temps constitué de toute une enveloppe, enfin de tout un squelette bien composé avec des mains, des doigts et tout ça, et qu'il pouvait, puisqu'il était souvent en perpétuel mouvement et quelque chose de très fluide, il pouvait être comme ça avec des déterminaisons de bras articulés, mais qui étaient des faisceaux libres, enfin qui suivaient un mouvement plus qu'il n'était vraiment une structure. Lorsqu'il est en colère, quand il y a des variations de couleurs. C'est devenu un personnage à part entière. Dans le scénario, c'était quelque chose de très théorique, évidemment. Déjà, des scénarios, c'est toujours pas simple, mais quand vous écrivez en plus pour un personnage en 3D... Moi, c'est la première fois qu'il y avait ça, en tout cas à Dubois, qu'on fait un personnage qui vit avec, qui est un jeu de comédien. Donc il faut lui faire transparaître des émotions. C'est-à-dire quand il est énervé, il y a la peau qui apparaît un peu plus rouge ou un peu plus à des endroits qu'à d'autres. Il a fallu qu'on trouve une solution pour rendre le spectre spectral, quoi, parce que pour l'instant, enfin au début, il avait, c'était comme le corps de la momie, il avait des jambes, il avait des bras, des mains, et on ne savait pas si on allait lui mettre des jambes ou si on allait le finir. Comment était un spectre. Vu que c'est un spectre, moi j'en ai jamais vu. Je crois qu'il y a eu genre quelque chose comme 35 plans de spectre et sur chaque plan on avait à peu près minimum 3 jours pour sortir toutes les couches en fait. Il y a une centaine de muscles, donc c'était assez long à régler ça en fait. Pour les muscles, on est parti de scan en fait, on a essayé plusieurs choses. On a essayé de scanner du jambon, du beefsteak, des trucs comme ça. Et en fait, c'est plus le beefsteak qui a marché pour les textures des muscles. C'était un peu la première fois qu'on avait un réalisateur qui nous disait bon, c'est un peu qui nous parlait un peu comme à des comédiens. Donc là, il sort d'elle, donc il peut pas être. Il est énervé, mais en même temps, c'est bien de faire résister. Et là, il est vraiment énervé. Donc là, il s'énerve. Couchez, ça va. Il est peut-être pas obligé de s'énerver au début quand il tourne la tête, parce que c'est pas très bien où il arrive. On a travaillé avec des maquettes, plein de choses pendant des mois, et Capricorps, je dirais, pour le spectre, Capricorps en effets spéciaux très tard dans le film. Et tout d'un coup, on s'est dit, tiens, entre le fantôme, le Belphégor en noir, plus ce spectre, cette âme qui vit, il y a une alchimie qui se produit et ça crée un vrai personnage. On peut tout d'un coup réaliser des choses complètement extraordinaires qui sont infaisables, infaisables dans la vraie vie. Alors là, c'est vraiment l'imagination au maximum de ce qu'elle peut être. C'est-à-dire qu'on ne voit même pas son partenaire, on n'est même pas en contact avec lui, et pourtant on joue avec lui, on lui lance des trucs et on se fâche et on cause avec lui. Et moi, j'adore ça, quoi, finalement. Moi, je suis vraiment... Les effets spéciaux, s'ils sont ratés, je suis raté. J'aimerais que les gens soient surpris et disent on avait aimé la série, on a adoré le film. En fait, je crois que j'ai essayé de faire un film pour mes enfants, quoi. En gros, c'est vrai. J'ai eu envie de faire un film pour des gamins de 10 ans et puis pour même des plus grands, mais en retrouvant cette fraîcheur et ce côté d'aventure.